Bonsoir à tous, très heureuse de vous retrouver pour vos éditions du week-end sur Monaco Info. Voici les titres que nous développerons en ce vendredi 31 octobre. Un mélange de déception et de fierté. Valentin Vachereau quitte le Rolex Paris Masters par la grande porte. En quart de finale, le Monégasque s'est incliné face à Félix Auger-Aliassime. C'est la fin d'une folle aventure que nous vivrons avec notre envoyé spécial. Zinedine Zidane, Didier Deschamps, Luis Fernandez, une cinquantaine d'anciens footballeurs professionnels et d'artistes ont participé au premier match des légendes. Dans un reportage, nous reviendrons sur cette soirée de gala organisée à Cannes hier soir pour la bonne cause. Des bonbons ou un sort, ce soir les petits, mais aussi les grands célèbrent Halloween. À cette période, les catholiques fêtent la Toussaint. Nous allons nous intéresser à la signification de cette fête. L'abbé Christian Venard sera notre invité. Et puis à l'heure du tout numérique, ils ont choisi de stimuler leur créativité pendant ces vacances. Nous nous rendrons au Pavillon Bozio pour un stage de dessin donné par l'artiste Toby Wright. Après sa folle victoire à Shanghai, Valentin Vachereau aura fait rêver tout Monaco avec son parcours exceptionnel à Paris. Son aventure au Masters 1000 parisien s'est arrêtée cet après-midi en quart de finale. Christophe Pacaud, le Monégasque, n'a pas de quoi rougir. Il sera tête de série au prochain Open d'Australie. Oui, effectivement, avec ce parcours exceptionnel encore une fois après Shanghai, ce quart de finale ici à Paris, eh bien, Valentin Vachereau, notre numéro 1 monégasque, va rentrer dans le cercle très fermé des 30 meilleurs joueurs du monde à partir de lundi. Ça va lui ouvrir toutes les portes et ça va encore apporter beaucoup d'éclairage évidemment sur la principauté de Monaco pour notre numéro 1 monégasque. C'est incliné aujourd'hui, 6-2 face à plus fort que lui. Non, évidemment, un joueur en mission, comme on appelle ça, complètement. Il n'a rien raté, il a été monstrueux. Moi, voilà, avec quelques 5-10% de fraîcheur en moins, c'est sûr qu'un peu l'accumulation, je l'ai un petit peu senti, mais non, surtout, il a joué trop vite, ça a été vraiment fort de sa part, donc ouais, bravo à lui. Aucun regret? Non, franchement, aujourd'hui, aucun regret. Il a été au-dessus. Et non, de toute façon, évidemment, aucun regret de ces derniers mois. Et, que du positif, que des émotions plein les yeux. Et ouais, maintenant, comme je disais, c'est l'heure d'un petit peu plus profiter de ce qui s'est passé. Ouais. Tout le monde connaissait bien sûr Monte-Carlo et son tournoi du printemps. Maintenant, tout le monde connaît Monaco grâce à Valentin Vachereau. Bilan, débriefing avec la présidente ce soir à nos côtés, la présidente de la Fédération monégasque de tennis, Mélanie Antoinette de Massy. Oui, écoutez, je pense que là, il a vraiment confirmé que ce qu'il a fait à Shanghai n'était pas juste une surprise, n'était pas juste une fois comme ça, et que c'est le top 30, c'est réellement sa place. Ouais. Pour moi, c'est quelqu'un qui mérite d'être dans le top 20, voire dans le top 10. Après, ça fait déjà 2 ans que je dis que quand il n'est pas blessé, qu'il est en forme, il joue niveau top 50. Donc ça, c'était déjà, je disais ça l'année dernière. Là, pour moi, il est évident que c'est plus que du top 50 quand il est en pleine forme. Après, aujourd'hui, Félix a joué un match absolument extraordinaire. Je pense qu'il a joué son meilleur niveau de toute la semaine. Il a été extraordinaire sur le court et Valentin a fait tout ce qu'il pouvait. Mais bon, après ça, c'est le sport, on ne peut pas toujours gagner. Mais je suis excessivement fière de lui, du parcours qu'il a fait toutes ces dernières années, d'ailleurs, pas que récemment, et pourvu que ça dure. Fier de nos couleurs. Très fier de nos couleurs et d'Agé Monégo. Et on a hâte de retrouver bien évidemment cette grande famille du tennis monégasque avec un Valentin Vachereau qui en simple nous a régalé. On n'oublie pas non plus en double Romain Arneaudo qui a été vainqueur à Monte-Carlo. Et encore Hugo Nys qui est toujours là en course peut-être qui sait pour le Masters de Turin. C'était soir de gala hier à Cannes. Des légendes du football et de nombreux artistes ont foulé la pelouse du Stade Coubertin pour la bonne cause. Zinedine Zidane, Robert Pires, Didier Deschamps, Luis Fernandez, Kenji Girac et d'anciens joueurs de l'AS Monaco FC ont répondu présent pour ce tout premier Cannes Légende. Le récit de ce moment unique est signé Frédéric Elion sur les images de Jean-Alexandre Dordet. Un stade Pierre de Coubertin plein à craquer, des légendes du ballon rond sur la pelouse. Les fans de foot se sont régalés jeudi soir à l'occasion du match opposant l'équipe Cannes Legends à celle des Étoiles. Zinedine Zidane était de la partie mais n'a pas chaussé les crampons, à l'inverse de Didier Deschamps, Robert Pires ou encore Ludo Giuli. Un match caritatif au profit notamment de l'association Les Étoiles de l'Espoir. On s'est dit pourquoi pas tenter de faire quelque chose à Cannes, réunir toutes ces belles personnes, parce qu'humainement c'est d'abord des belles personnes. Et aujourd'hui on en est là et je suis vraiment fier et heureux d'arriver à faire le stade plein. Il y a des bons joueurs, je suis très fier que Aimé Jacquet soit là aussi, donc
pour moi, c'est une grande réussite. Maintenant, voilà, on va croiser les doigts, que ça fasse un bon match. Et qu'on m'appelle pour faire un match comme ça, de participer, c'est toujours un plaisir et c'est une évidence pour moi. En plus, c'est pour Bachir et son association, les Étoiles des Sports. Donc moi, avec Bachir, avec l'histoire particulière qu'on a avec lui et l'AS Monaco, le passé en commun, c'était pour moi une évidence de lui dire oui, quoi. Sur le terrain, l'équipe des Étoiles domine la première mi-temps et mène rapidement 2-0 grâce à des buts de Kevin Gamero et Robert Pires sur penalty. En deuxième période, Cannes Legends réagit et renverse les Étoiles pour l'emporter 3-2 grâce à Clichy, Marsiglia et Yann Koller. C'était belle fête. Oui, j'ai joué un an et demi à Monaco, un an et demi à Cannes à la fin de ma carrière. Donc je suis là, je suis ici dans 15 ans. Oui, c'est une belle soirée, c'est bien joué. Oui, beaucoup de supporters. Oui, c'est soir magnifique. C'est toujours important de pouvoir jouer comme ça pour une bonne cause, pour une association. Ce qui est bien, c'est que tout le monde a répondu, que ce soit nous les joueurs, ça c'est bien sûr important, mais aussi les gens, puisque ça nous fait plaisir, nous les acteurs, de voir que les tribunes elles sont pleines, donc tout le monde joue le jeu. Le stade est plein, il y a des légendes du club, voilà, c'était énorme, c'était un grand moment et nous on partage, on n'est pas venu ici pour jouer et gagner absolument, on est là pour s'amuser aussi et donner du plaisir aux gens pour qu'ils s'amusent aussi. Il y a beaucoup de l'ancien de l'ASM, Ludo, Didier, il y a aussi Gaël, Toto. C'est qui est le plus en forme encore selon toi? Je crois que c'est Toto, il est pas mal. Gaël a son mot à dire. Bon, après, techniquement, je suis au-dessus. Didier est pas mal, je peux pas trop lui dire grand-chose à Didier. Il est encore sélectionneur. J'attends qu'il soit plus sélectionneur. Plus de 45 000 € ont été récoltés lors de cette belle soirée de foot au stade Pierre de Coubertin. Football toujours, la 10e journée de Ligue 1 débutera samedi à 17 h avec un match entre le PSG et Nice. Monaco accueillera de son côté l'autre équipe de la capitale, le Paris FC. Une rencontre à laquelle Paul Pogba ne participera pas. Je vous propose d'écouter le coach Sébastien Pocognoli et le milieu de terrain Mamadou Koulibaly. On a Paul, oui, qui a une blessure à la cheville hier à l'entraînement. On est en attente de confirmation par rapport au grade de blessure, mais oui, il sera absent demain. La cheville a un peu tourné. Voilà, on doit attendre demain. Aujourd'hui, il y a un peu plus d'examens complémentaires. Il a pu terminer l'entraînement hier, donc ça peut laisser présager quelque chose de positif à la fin, mais on doit être sûr. Donc, aujourd'hui, il n'était pas à 100% pour s'appuyer sur son pied. Donc, voilà, ça semble logique que demain il doit faire la passe malheureusement. Concernant ce qui se passe en ce moment, ouais, je suis content de ce qui se passe. C'est une période que j'apprécie, j'ai vu le moment présent. Je pense pas à trop ce qui se passe autour, c'est plutôt de profiter et de prendre du plaisir. Je pense que c'est une équipe qui a de grandes ambitions pour le moyen terme, qui va certainement petit à petit grandir et qui met certainement les bases. C'est une équipe avec certaines qualités individuelles et aussi collectives, qui essaye certainement de pratiquer un style de jeu propre à Red Bull et qui de semaine en semaine essaie de le développer. Donc voilà, on sait sur quel genre d'adversaire on va tomber et encore une fois, mon speech est le même, c'est qu'on se focalise surtout sur nous-mêmes, sur nos forces vives et d'essayer d'imposer notre jeu demain. Équipe promue en Ligue 1, une équipe à prendre très au sérieux. De toute façon, toutes les équipes du championnat sont à prendre au sérieux. Je pense qu'il faudra redoubler d'efforts parce qu'on est sur une période où franchement on est bien. On doit continuer sur ce qu'on fait et pas se relâcher, quoi. Le coup d'envoi sera donné à 19 h demain, donc au stade Louis II. En Géorgie, non loin de la capitale Tbilissi, les jeunes rugbyman de Monaco poursuivent leur stage de préparation. Nous les avions quittés alors que la princesse Charlène était venue les soutenir dans leur première journée. Que retiendront-ils de cette belle expérience sportive et culturelle? La réponse avec nos envoyés spéciaux Émilie Rousseau et Hugo Comasa. Une semaine à la fois intense et inoubliable. Voilà comment résumer le stage des U16 de la Fédération monégasque de rugby en Géorgie. Une véritable immersion ensemble pour faire grandir ce groupe qui représente la jeune génération du rugby monégasque. C'est quand même une énorme opportunité pour nous de faire ce stage ici en Géorgie ou même l'année dernière à Lisbonne. C'est un grand honneur pour nous de représenter la principauté de Monaco
Et c'est, comme j'ai dit, une énorme chance de venir ici en Géorgie. Ce stage à Martkopy représente une étape clé dans la préparation de ces joueurs de moins de 16 ans, dont le but est de créer une équipe compétitive et solidaire. Et rien de mieux qu'un tournoi face à des équipes géorgiennes pour tester cet aspect. On s'est mesuré à un autre rugby qui est totalement différent du nôtre, car les Géorgiens ils sont plutôt rentre-dedans. Chez nous, on essaie plutôt l'évitement et d'écarter vers l'extérieur. Avec une délégation forte de 16 joueurs et joueuses, Monaco a pu présenter 2 formations sur le terrain, offrant l'opportunité à tous de jouer. Après un bilan encourageant de 4 victoires pour 2 défaites, les Monégasques reviennent déterminés pour la 2e journée de compétition. Concentrés et appliqués, ils ont su adapter leur jeu aux spécificités du rugby à 7 et les efforts ont payé. L'une des 2 équipes se hisse jusqu'en finale. Elle s'inclinera de peu, 19-15, mais le bilan est plus que prometteur pour la suite. Personnellement, je suis très fier. J'ai pris 16 joueurs avec une joueuse, pardon. Donc, je jouais souvent à 15. Je ne m'attendais pas à voir une bonne équipe à 7, 2 bonnes équipes à 7. Et là, je suis vraiment fier d'eux. On a réussi à mettre un jeu rugby à 7. Et à la fin, la preuve, on domine. Et dommage qu'on n'a pas gagné. Ce tournoi m'a beaucoup appris le rugby à 7. Ça m'a appris à mieux m'entraîner à 7 pour Dubaï si je suis sélectionné. Et après, ça a été une expérience inoubliable avec les collègues et les entraîneurs. Cette 2e place souligne l'engagement de cette jeune génération qui souhaite imiter les U18, devenus champions d'Europe l'été dernier. L'entraîneur des seniors a d'ailleurs supervisé ce stage avec attention. C'était très bien que je sois là et que je puisse justement observer le comportement de nos jeunes joueurs. On l'a vu qu'il y a pas mal de joueurs qui sortent déjà du lot. Ils arrivent à amener sur le terrain des choses que je pense qu'on va dans l'avenir remettre aussi dans notre équipe senior. Et que surtout on a des joueurs que j'ai vu que dans quelques années, s'ils continuent comme ça, ils peuvent intégrer l'équipe senior sans aucun problème. Sur et en dehors du terrain, ce séjour aura renforcé les liens entre les joueurs. Cette semaine de stage leur aura également permis de découvrir un autre pays, une autre culture, avant de se projeter vers la prochaine échéance, le tournoi de Dubaï fin novembre. Avez-vous prévu votre costume pour ce soir? Si nous célébrons tous ou presque Halloween, les catholiques célébreront la Toussaint à cette période de l'année. Pour tout savoir sur cette fête, nous accueillons tout de suite l'abbé Christian Venard. Bonsoir. Bonsoir Sarah. Merci d'être avec nous. La Toussaint, c'est le jour tout simplement comme le nom de la fête l'indique où l'Église honore tous ses saints. Exactement, c'est une fête très ancienne qui remonte dans les premiers temps de l'Église au IVe siècle, puis qui s'est diffusée, qui a été particulièrement fêtée à partir du 7e siècle en Occident et qui repose sur le fait que l'Église a toujours prié, on y reviendra, pour les morts depuis les origines, mais elle a distingué parmi les morts certains en disant ceux-là, on est sûr qu'ils sont auprès de Dieu. On pense en particulier dans tous les débuts du christianisme aux martyrs, et le saint ou la sainte, c'est celui dont l'Église nous dit c'est un homme, c'est une femme qui sont déjà auprès de Dieu dans la vie éternelle, et on peut les invoquer, on peut prier avec eux, et une fois par an, avec la fête de la Toussaint, le 1er novembre, nous avons l'occasion de nous réjouir avec eux. Et cette fête en Occident, elle a été, figurez-vous, choisie, la date, au moment où on avait inauguré à Rome, dans l'ancien temple du Panthéon, on avait inauguré une église dans laquelle on avait mis des reliques de beaucoup de saints, et on avait dédié cette église. Le Panthéon, c'était le temple qui était dédié à tous les dieux, et l'Église catholique a un petit peu revisiter ça en faisant l'église de tous les saints. Et on célèbre les saints qui ont été donc canonisés, mais pas que. Non, absolument. C'est-à-dire que y a les saints estampillés officiels, ceux qu'on connaît, qu'on va trouver dans ce qu'on appelle chez nous, il y a un catalogue, si vous voulez, des saints officiels de l'Église. Mais évidemment, on est là pour se réjouir avec les milliers, les millions, les centaines de millions de ceux qui nous ont précédés, qui n'ont pas eu besoin qu'on dise officiellement qu'ils sont saints, mais qui sont auprès de Dieu parce que ils ont mené une bonne vie, parce que si on suit la théologie catholique,
catholiques, ils ont peut-être passé aussi par une période de purification qu'on appelle le purgatoire, mais aujourd'hui ils sont dans la joie de Dieu. Est-ce que vous pouvez nous parler de la solennité de la Toussaint? Elle débute en réalité aujourd'hui le 31. Alors en fait oui, parce que comme toutes les grandes fêtes, elles commencent la veille par le chant des vêpres. Donc on dit que les fêtes, c'est pour ça que dès ce soir, dans l'une ou l'autre église de Monaco, vous pouvez déjà voir le 31 au soir, en effet, des messes anticipées de la Toussaint, mais le jour même de la fête, c'est effectivement demain, le 1er, où, et vous trouverez toutes les horaires de messe sur le site du diocèse, vous avez des messes dans toutes les paroisses de Monaco. Avec une petite particularité demain le 1er, c'est qu'on a comme une espèce de bascule, puisque l'après-midi à 15h, l'archevêque, un certain nombre de prêtres, de fidèles, vont se retrouver au cimetière de Monaco pour chanter les vêpres de la Toussaint, donc une prière avec des chants pour célébrer les saints, et puis tout de suite après, l'archevêque va aller bénir les tombes des défunts, puisque juste après la Toussaint, nous avons la commémoration des fidèles défunts le 2 novembre. Finalement, est-ce qu'on peut dire que l'on célèbre la vie le 1er novembre, et puis au contraire le lendemain, le 2, c'est ce qu'on appelle la fête des morts, un jour où l'on a une pensée particulière à nos proches disparus, et où, on sait bien, on fleurit les tombes. Il ne faut pas confondre les deux. Exactement. Ah, oui, il ne faut pas confondre les deux. Alors, en plus, cette année, il y a une petite particularité parce que le 1er, c'est une solennité, c'est une messe obligatoire. Et donc, du coup, ce week-end, les catholiques ont la chance d'avoir 2 messes obligatoires, celle du 1er et puis celle du dimanche. Et il se trouve qu'en effet, le dimanche 2, on va célébrer la commémoration des fidèles défunts. Là aussi, fête très ancienne dans l'Église. En Occident, le 1er qui va un peu créé cette fête, c'est saint Odilon, qui était l'abbé de Cluny, et à partir du 9e siècle, il a l'idée de dire, tiens, après avoir célébré tous les saints, on va prier spécialement pour tous nos défunts, y compris ceux qui ne sont pas encore tout à fait dans la gloire de Dieu. Je vous disais tout à l'heure ce qu'on appelle le purgatoire, parce que ils ont besoin d'être un peu purifiés de leurs péchés. Chacun de nous, on sait bien qu'on porte un peu, parfois beaucoup, des péchés dans notre vie. Et au moment de notre mort, Dieu nous dit: je t'aime beaucoup, mais là, ton habit de noces, il y a encore quelques tâches, il va falloir un peu purifier cet habit de noces. Et donc, c'est une prière spécifique pour tous nos défunts, en effet, le 2. Et donc, à ce moment-là, on les présente à Dieu dans la prière particulière qui est la messe, en disant à Dieu, voilà, on te représente nos défunts, c'est notre manière à nous de continuer à les aimer. Et ce qui est merveilleux, c'est que en priant ainsi pour nos défunts, on sait que Dieu, d'une certaine manière, les autorise un peu à venir nous retrouver, à regarder nos vies, à nous aimer, à nous protéger comme ils l'ont fait tant qu'ils étaient sur cette terre, et ils peuvent continuer. J'ajouterai que c'est aussi une belle occasion de prier peut-être aussi pour les défunts auxquels personne ne pense. Vous savez, il y a peut-être là-haut au purgatoire, en attente d'arriver au paradis, des âmes de défunts auxquels personne ne pense, et ça peut être une pieuse pensée pour nous de dire, tiens, en ce jour de fête des morts, ce 2 novembre, je vais aussi prier pour ceux auxquels personne ne pense. Merci Christian Venard, on vous retrouve tout à l'heure à 21h pour l'émission Le Débat avec Fabien Bonilla. On restera dans le thème puisqu'il sera question d'un film d'horreur et vous parlerez d'exorcisme, je n'en dévoile pas plus. Pendant ces vacances de la Toussaint, ils ont décidé de développer leur créativité. Le pavillon Bozio a ouvert ses portes aux passionnés d'art, étudiants et adultes, pour des stages de dessin avec l'artiste de renom Toby Wright. Vanessa Dessy et Camille Caloni ont participé à l'une de ces sessions. Regardez. Artiste reconnu sur la scène internationale, Toby Wright partage désormais son savoir-faire au cœur de Monaco. Au pavillon Bozio, l'école supérieure d'art plastique, il initie des étudiants aux techniques du dessin académique et de la peinture classique. Ces cours, j'essaye de ramener un petit peu les cours de Florence, l'enseignement que j'ai reçu à Florence, et présenter au public aujourd'hui, qui n'est pas forcément familier avec l'approche classique et académique, de leur donner goût en fait à la construction du dessin pour le portrait, que ce soit, ça peut s'appliquer au portrait, aux natures mortes, aux nus académiques, au paysage. Et là, en l'occurrence, on a donc le matin, on travaille avec un plâtre. Donc le plâtre classique, c'est l'enseignement classique de l'apprentissage des proportions, du détail. Et l'après-midi, on a un modèle vivant.
Accessible à tous, le dessin, selon l'artiste, n'exige aucun niveau préalable. Il rappelle que tout s'apprend à commencer par le regard. Ces ateliers accueillent aussi bien les passionnés confirmés que les curieux désireux de découvrir les bases. Moi, je suis de l'opinion qu'on peut apprendre n'importe quelle approche artistique du moment qu'on a une structure en place. Et c'est ce que je donne comme cours ici. Ma philosophie, c'est que tout le monde peut essayer et c'est abordable à tous, du moment qu'on arrive à mettre en place les stades différents de l'apprentissage. Au pavillon Bozio, les étudiants saluent l'approche exigeante mais bienveillante de l'artiste, qui mêle observation, précision et sens du détail. Entre démonstrations techniques et échanges passionnés, ces ateliers redonnent goût au dessin académique. Avant de refermer ce journal, cette triste nouvelle qui nous a été communiquée hier soir, l'ancien conseiller national et directeur des Jeux de la Monte-Carlo Société des Bains de Mer, Francis Palmaro, est décédé à l'âge de 87 ans. Ses obsèques seront célébrées mercredi prochain, le 5 novembre, à 10h à l'église Sainte-Dévote. Voilà, cette édition est maintenant terminée. Merci pour votre fidélité. Dans un instant, la météo d'Alban Gingembre et gare aux photos qui défileront dans quelques secondes. Elles sont toutes plus terrifiantes les unes que les autres. Stéphane Dana nous plonge dans la magie d'Halloween telle qu'elle est vécue à Monaco. Belle fête à vous et à tout de suite pour l'après-JT. Il est consacré aux aliments tendances et signé Émilie Flamin. Retrouvez la météo avec Maya Bay, le restaurant référence thaï japonais de Monaco. Bonsoir à tous, c'est un week-end grisâtre qui nous attend. Demain, le ciel sera couvert en principauté. Quelques éclaircies parviendront à se faire une place entre les nuages, mais attendez-vous toutefois à un ciel chargé. La bonne nouvelle, c'est qu'il ne pleuvra pas. Et côté température, le thermomètre affichera 16 degrés le matin et 19 l'après-midi. Le samedi 1er novembre, nous fêtons la Toussaint, l'occasion de penser à ceux qui ne sont plus là pour faire vivre leur mémoire. C'était la météo avec Maya Bay, le restaurant référence thaï japonais de Monaco.